la présentation suivante. Donc là, on accueille Pascal Claquin, Université de Caen, pour nous parler un peu plus de biologie. On va voir. D'accord. Donc on va parler les nutriments et la production primaire, du coup, avec Pascal. Ça fonctionne. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais faire une présentation sur les travaux que nous avons réalisés dans le cadre du programme FRESC sur les capteurs optiques de nitrate et la production primaire et les tests et puis un petit peu les applications qu'on a pu mettre en œuvre au niveau de l'estuaire. Donc, on s'est intéressé à cette dynamique de la production primaire. Je reviens sur ce terme, la production primaire autochtone, donc la production primaire qui a lieu au cœur de l'estuaire de la Seine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y a quand même de la production. Et également de suivre cette concentration de nitrate, avec cet intérêt d'utiliser des méthodes, des nouvelles approches méthodologiques qui doivent nous permettre de capturer justement les dynamiques spatiales et temporelles de ce type de mesures de production ou de concentration. Alors, un petit mot sur la production primaire sans vous faire peur. La production primaire, déjà dans l'estuaire auquel on va s'intéresser, c'est la production primaire qui est liée au phytoplancton, donc aux organismes microscopiques qui vont se trouver dans cet estuaire et qui sont capables donc, de récupérer la lumière pour aller fixer du carbone. Et il faut bien imaginer que quand on parle de production primaire, il y a deux aspects qui sont importants, et j'insiste sur ça parce que souvent on résume trop souvent la production primaire à la biomasse, c'est-à-dire la quantité de chlorophylle ou de carbone phytoplanctonique qui est présent dans l'eau, alors que ce qui nous intéresse avec des mesures de production primaire, c'est de vraiment regarder les flux, et du coup, c'est ce que la biomasse est capable de produire. Vous pouvez avoir peu de biomasse qui produit beaucoup, et vous pouvez avoir beaucoup de biomasse qui produit peu. Et donc, dans le fonctionnement d'un écosystème, c'est toujours important de faire bien la distinction entre les stocks et les flux. C'est comme une usine qui va avoir beaucoup d'employés qui produisent peu ou beaucoup d'employés qui produisent énormément. La productivité de votre système ne sera pas du tout le même. Et donc un écosystème, c'est la même chose. Donc toujours faire très bien attention à ça. Et donc pendant des dizaines et des dizaines d'années, on a été contraint de suivre uniquement la biomasse et donc de suivre les stocks. Et on a de plus en plus de méthodologies qui maintenant nous permettent de suivre les flux, de faire de l'écologie fonctionnelle, de vraiment regarder ce qui se passe en direct et ce que les organismes sont en train de faire. Et pas uniquement voir il y en a un peu ou pas, etc. Du coup, voilà, c'est vraiment le principe. Donc c'est qu'on fait des mesures de production, donc des mesures qui vont permettre de faire des mesures de flux. Donc ce type de méthodologie, parce que Fresque, ça commence à dater un petit peu, je sais pas, ça fait longtemps que ça tourne, Fresque et Fresque 2 aussi. Donc évidemment, on n'a pas attendu d'utiliser les moyens proposés par Fresque pour faire de la recherche. Et du coup, les moyens développés dans Fresque ont pu être notamment utilisés dans le cadre du programme Sartre, dans Sartre, qui était un projet sur les réseaux trophiques en estuaire de Seine. Et donc on a pu profiter du projet Sartre, mais également des innovations méthodologiques réalisées dans Fresque, pour pouvoir notamment avoir dans ce projet Sartre qui a été déjà présenté il y a à peu près un an, qui était piloté par Miki Tak, on a pu nous s'intéresser donc à l'aspect production primaire, donc qui est à la base de ce fonctionnement-là. Mais évidemment, on est dans un estuaire et donc il y a tout ce qui vient des bassins versants aussi, et donc on a beaucoup de sources alloctones aussi, donc d'éléments qui viennent de l'extérieur de l'estuaire et qui viennent alimenter tout ce réseau trophique. Mais nous, on s'intéresse à ce qui se produit à l'intérieur de l'estuaire, donc la production autochtone à l'intérieur de l'estuaire. Et on regarde également les nutriments avec ce capteur de nitrate. Donc pour cibler spécifiquement sur ce qu'on avait sur Fresque, c'était des approches donc très méthodologiques pour venir en appui ensuite donc à l'observation à long terme, qui est quelque chose de quand même très très ingrat, c'est à montrer, voilà, c'est pas simple. Et puis pour venir en appui également directement au programme de recherche, ça c'est important. L'observation, ça sert à ça aussi. Donc pour ça, on a fait une phase de travail en laboratoire, aussi bien sur la production primaire que sur les données de nitrate méthode optique.
On a fait des approches en mésocosme également, hein, l'intermédiaire, et puis on a fait pas mal des travaux in situ. Alors sur ces travaux in situ, on n'a pas pu utiliser de système vraiment fixe au niveau de l'estuaire de la Seine, parce qu'il n'y a pas de stations, hein, vraiment qui ont été mises encore en place à part Pose, mais on ne peut pas mettre nous ce type d'instrumentation encore sur Pose. Il n'y a pas vraiment de station, donc on a utilisé ce qu'on appelle donc les remontées de Seine agences de l'eau, qui sont des remontées de Seine qui ont lieu tous les 2 mois et sur lesquelles on peut mettre de l'instrumentation. Donc on a profité de ces remontées de Seine pour mettre de l'instrumentation et pour faire nos tests en fait, hein, sur ces remontées de Seine, tout en ayant accès donc à des informations sur la compréhension du système. Donc on a travaillé, hein, pour l'aspect in situ, on travaille de Rouen, nous on a travaillé donc je vous parlerai un tout petit peu de Smile, mais très peu. On a travaillé surtout là dans le cadre de Fresques, hein, l'estuaire de la Seine, on a travaillé donc de l'embouchure, hein, jusqu'à Rouen, là où les campagnes de remontée agence de l'eau se font. Alors, concernant, je rentre directement, enfin il est temps, sur les capteurs optiques de nitrate, je vois Nicolas qui me regarde avec gros yeux. Alors sur les capteurs optiques de nitrate, on a utilisé cet instrument. Alors j'ai aucune action, hein, chez Trios, etc. C'est une machine allemande. Il y a un équivalent nord-américain qui coûte 4 fois plus cher et qui marche pas mieux. Et donc ça c'est un système Trios. Le fabricant propose, et il y a un très bel article qui est sorti il y a quelques années sur ça, et que ça marche vraiment très très bien. Il propose en fait des systèmes pour l'eau de mer, il propose des systèmes pour l'eau saumâtre, brackish, et puis il propose des systèmes pour l'eau douce. Alors pour l'eau douce, ça se faisait très fréquemment. Par contre pour l'eau de mer, et dès qu'il y a du sel, les mesures optiques de nitrate, ça pose un problème parce qu'il y a une interférence avec des bromures présents dans l'eau de mer. Et ils ont pu mettre en place, cette société-là, des algorithmes de traitement de données qui permettent d'enlever le signal du bromure. Et ça marche quand même enfin, ça fonctionne bien. Alors nous, on a utilisé déjà ce capteur-là dans un précédent programme qu'on avait, qui était le programme SMILE, hein, qui a été financé par l'Europe et puis par l'agence de l'eau, une bouée instrumentée donc, qui est au large de Luc-sur-Mer, et sur lesquelles on a déployé depuis plusieurs années ces capteurs Opus. Et on a une très bonne, ça c'est des suivis à basse fréquence qu'on fait, des suivis à haute fréquence là. Et bon, à des données on en a plein, mais on a une très bonne relation en mer entre des données optiques et puis des données chimiques. Donc on savait qu'en mer ça fonctionnait bien avec la variabilité qui va avec ça, mais déjà c'était des données hyper intéressantes en mer, on était très content de ce capteur là en mer. Mais c'est un capteur, et si je reviens, je n'ai pas mis là-dessus. Ce qui est important à voir dans toutes ces approches-là, c'est que les deux approches qu'on fait, producteur primaire et nitrate, ce sont des approches optiques. Et un estuaire, il n'y a rien de pire pour les mesures optiques, parce qu'il y a une turbidité énorme, hein. Romaric vous a présenté tout ce qui était turbidité, MES, etc. Et ça, tout ce qui est optique, évidemment, bah, ça n'aime pas trop ça. Et du coup, on a quand même des grosses interrogations d'aller utiliser ce type d'approche que nous, on utilise en mer, parce qu'à la base, on vient de la mer, et puis on est remonté dans l'estuaire au début jusqu'au gradient salé, et puis après, maintenant, jusqu'à l'eau douce. Hein. Du coup, on remonte un peu trop, même, peut-être, faire attention. Et dans ce cadre-là, donc, on avait vraiment cette interrogation sur cet effet turbidité sur ces mesures optiques. Est-ce qu'on peut vraiment utiliser ces capteurs dans un estuaire et dans l'estuaire de la Seine? Donc pour ça, on a fait des tests. On a testé donc différentes concentrations de nitrate, nous on parle en mol, de nitrate avec différentes concentrations de MES. Alors pour les matières en suspension en laboratoire, on a pris de l'argile verte, hein, voilà. Et puis, on a également testé différentes valeurs de salinité adaptées évidemment à ce qu'on observe au niveau de l'estuaire de la Seine. Et puis, on a fait des petits tests, hein, pour voir si ça fonctionnait ou pas. Pas entrer dans le détail. Donc ici, on voit l'évolution. Alors en vert, c'est qu'on considère que c'est bon. En rouge, c'est que c'est moins bon. D'accord. Donc là, on a la concentration en nitrate, et puis on a les différents types de capteurs qu'on a utilisés, donc les salt, hein, donc milieu marin, les fraîches, les brackish. Il faut savoir qu'on peut adapter le capteur en fonction de la concentration qui nous intéresse. Donc évidemment, en mer, on a plutôt des concentrations faibles, donc on va aller chercher une sensibilité très forte. En estuaire, on est allé chercher des
une moindre sensibilité, mais qui nous permet d'avoir des concentrations plus fortes. C'est pour ça que les points verts sur les données eau douce et brackish donnent des meilleurs résultats pour des concentrations plus élevées que ceux en mer, parce qu'en fait, ils sont faits justement pour aller mesurer des concentrations plus faibles. Mais tout ça, ça s'adapte, et donc en fonction des besoins qu'on a, on peut aller adapter tout ça. Ce qui nous intéressait plutôt, c'est de regarder l'effet des matières en suspension sur ce capteur-là, entre ces capteurs-là, donc le fresh, le brackish, le salt et les deux salt qu'on a pu tester et utiliser. Alors en vert, évidemment, tout va bien. En orange, on a des valeurs qui dérivent un petit peu, mais aux échelles à laquelle on travaille, nous on juge que ça reste acceptable dans un estuaire. Et en rouge, évidemment, il ne faut pas les utiliser. Et du coup, on voit que concernant la turbidité, finalement, le brackish, là, en termes de matière en suspension, c'est celui qui a donné les meilleures réponses par rapport aux tests que l'on a pu faire. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur ces résultats-là, mais en tout cas, c'est-à-dire que ces résultats-là existent et qu'on peut, en fonction de ce qui nous intéresse, aller voir ça pour savoir un petit peu quel type de capteur utiliser. On a testé également l'effet de la salinité. Alors évidemment, les salts, ils marchent très bien. On voit que là, nos capteurs salt, ils marchent très bien, c'est fait pour. Le fresh, il ne marche pas du tout. Dès qu'il y a du sel, ça ne lui plaît pas du tout. Et puis le brackish, de manière surprenante un petit peu, en fait, il s'est révélé plutôt bon en concentration plus forte, en nitrate, ce qui nous arrange, parce que dans l'estuaire, on a des concentrations fortes. Voilà. Après, voilà, tout ça, c'est vraiment une synthèse des résultats. Je vous invite à voir tous les résultats détaillés dans le rapport. On a fait un rapport, vous avez tous les graphiques, vous avez tous les détails, etc. On peut aller voir tout ça dans le détail. Par contre, à pause, ce qu'on a vu sur les capteurs Synapse, il y a des capteurs de nitrate qui ont été mis aussi, ce qu'on appelle des nitraled. Donc nous, on les a utilisés, on a fait un test. Du coup, dans le cas du projet, on a acheté ce même type de nitraled pour faire les tests, parce vu que Synapse en avait, on a fait la comparaison. Et du coup, les nitraled, ça marche, c'est pas terrible du tout. Enfin, voilà. Donc nous, en tout cas, dès qu'il y a un peu de salinité, ça marche pas bien. Et puis en turbidité, c'est pas terrible non plus. Donc nous, en tout cas, peut-être à retravailler. On les a eus à la fin du projet là, pour les retester, etc. Mais en tout cas, et puis là, c'est les meilleurs. Enfin, on a fait des tests. Des fois, c'était abominable ce qu'on avait. Du coup, eau douce, ça marche. Eau douce, ça marche. Ensuite, il faut faire très très attention à l'utilisation de ce capteur nitraled. On n'a pas assez de recul dessus par rapport à l'opus qu'on a utilisé dans plein de conditions, etc. On sait dans quelles conditions ça fonctionne. Le nitraled de Easy, faut faire extrêmement attention à l'utiliser en estuaire. Donc on a utilisé tout ça, on a fait des tests également in situ. In situ, j'accélère un petit peu, on a pu regarder par exemple ici, c'est sur des campagnes qu'on a réalisées, là c'est l'exemple de 3 campagnes, on avait sorti les 3 capteurs en même temps, le fresh, le brackish et le salt. On voit qu'à l'échelle de l'estuaire, quand on fait les remontées de la Seine, à l'échelle de l'estuaire, on a des meilleurs résultats avec le brackish. D'accord ? Donc voilà, donc c'est ce qu'on a pu observer. Donc voilà, si on a un à choisir pour faire les remontées de Seine, c'est plutôt le brackish. J'avance un petit peu. Donc avec tout ça, on peut suivre. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne, ici vous voyez là, on peut suivre lors de ces campagnes à haute fréquence. On peut vraiment suivre à haute fréquence spatiale pour le coup la dynamique des nitrates. Et on peut faire ça à différentes saisons, etc. Et donc on peut vraiment avoir le gradient précisément la dynamique de ce gradient de nitrate au niveau de l'estuaire de la Seine. Donc les recommandations par rapport à ces capteurs-là, c'est que ce nitraled, là pour l'instant, nous, il faut faire très très attention au niveau de l'estuaire. Alors je comprends qu'à pause ça fonctionne, mais ensuite, plus à l'aval de l'estuaire, je pense que s'il y a des stratégies d'observation des nitrates à haute fréquence, il faudrait faire très attention. L'opus, le capteur opus, il est adapté, nous on l'a sur Smile, et donc on pense qu'on pourrait le mettre sur une station fixe en estuaire de Seine, donc dans la partie plus aval de l'estuaire de Seine, s'il y a vraiment des besoins, et ça peut être intéressant quand même en termes de flux, vraiment pour vraiment comprendre ce qui va rentrer ensuite dans l'estuaire de la Seine. Ça peut quand même être intéressant d'avoir
des mesures de nitrate vraiment à l'aval. Et là, je pense que ces capteurs-là nous permettent de le faire en réglant les problèmes de l'encrassement, mais ça, sur ce capteur-là, c'est pas trop un souci. Et puis, on peut surtout, il y a beaucoup d'ajustements de ces capteurs qui peuvent être faits pour vraiment jouer entre la salinité et la turbidité, les concentrations en azote. Je vais passer maintenant aux capteurs de productivité primaire. Capteurs de productivité primaire, donc pareil, c'est des capteurs optiques. Là encore, on a une grosse expérience sur la Westmile où on a mis en place depuis 2017 des mesures de production primaire à haute fréquence, donc avec lesquelles on est capable de déterminer la quantité de carbone fixée par le phytoplancton à haute fréquence. Et donc voilà, d'avoir des bilans de production réalistes, on va dire, avec des mesures faites tous les 2 heures, alors que historiquement c'était à peu près au mieux des mesures une fois par semaine et encore voire une fois par mois. Hein. Et du coup maintenant on arrive à avoir ces mesures-là une fois toutes les 2 heures, donc on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Donc ça fonctionne. On a pu, avec l'appui de Fresque et dans le cadre du développement méthodologique, faire évoluer le système FFRF vers la nouvelle génération qui s'appelle un LabStaff, et donc qui a sa place, et donc qui est voilà, avec tout le système de pilotage qui a pu être installé sur la Westmile, et donc qui a été également déployé lors des campagnes en estuaire de Seine. Alors, je ne rentre pas dans le détail, c'est des mesures de fluorescence assez complexes qui nous permettent de suivre en fait la photosynthèse du phytoplancton et de déterminer la quantité de carbone qui est fixée par ce phytoplancton. Mais à côté de ça, ça nous donne plein d'informations, je vous ai pas mis tout, sur des paramètres photosynthétiques avec lesquels on a les concentrations en chlorophylla présents évidemment dans les échantillons, mais on a également donc la capacité à produire de l'énergie par le phytoplancton. On a même des informations sur la taille des antennes, sur la composition du pigmentaire du phytoplancton. On peut également avoir des informations. Je ne rentre pas dans le détail des approches, mais avec ça, on est capable vraiment d'avoir des mesures précises de la productivité, de la capacité donc, du phytoplancton à absorber la lumière et à fixer le CO2. Le problème, c'est que pour ces mesures-là, là encore, c'est des mesures optiques. Donc, entre les signaux d'excitation et les signaux de fluorescence qui sont émis et que l'appareil récupère, on a des matières en suspension. Et donc la question qu'on avait, c'est jusqu'à quel niveau et quel niveau de turbidité on peut utiliser ce type d'approche méthodologique qui est hyper efficace en mer, mais est-ce qu'en estuaire, on peut vraiment les utiliser ou pas? Donc pour ça, on a fait des mesures en laboratoire sur différentes espèces phytoplanctoniques avec lesquelles on a utilisé pareil de l'argile verte pour tester des gradients de turbidité. Et donc ici, vous avez les différentes concentrations, enfin les différentes concentrations qu'on a utilisées, et on a regardé sur les mêmes espèces les réponses que l'on avait. Donc on augmente la lumière et on regarde l'activité photosynthétique des algues en fonction de l'augmentation de la turbidité que l'on va avoir. Et du coup, ça nous permet de voir le biais lié à l'approche à cette turbidité. Donc on a pu déterminer des relations entre les différents paramètres photosynthétiques et la turbidité, et surtout déterminer des coefficients de correction qu'on pouvait appliquer pour se retrouver dans un système théorique sans présence de turbidité. Donc ces facteurs de correction, sans rentrer dans le détail, si j'ai des questions là-dessus, je reviendrai là-dessus, mais ces facteurs de correction, on les a fait sur pas mal d'espèces. On a pu trouver qu'ils étaient assez homogènes finalement, ce qui nous a, avec ces facteurs de correction, donc on a fait un facteur de correction moyen des espèces qu'on avait testées, qu'on a appliqué ensuite in situ sur des campagnes qu'on a réalisées dans l'estuaire de la Seine, et on s'est aperçu au final, en faisant les bilans d'impact de la turbidité sur les corrections appliquées aux mesures de production que l'on avait, que finalement ça entraînait une correction de 3 à 5% des données obtenues de photosynthèse qu'on avait en fonction de la turbidité qu'on avait, de la concentration en matière en suspension qu'on avait. Donc ça reste une correction acceptable, et en plus les facteurs de correction, on les a. Donc on peut faire les corrections de 3 à 5% en plus. Donc juste pour vous dire qu'on peut utiliser ce type d'approche-là en estuaire, qui a évidemment un impact de la turbidité, mais qu'on gère, et on peut appliquer ces facteurs de correction. Et même si on ne les applique pas, eh ben, ce n'est pas catastrophique non plus. Voilà.
Et donc on a fait pareil, des mesures de production, toujours en utilisant les remontées de la Seine de l'agence de l'eau. Donc on a fait ça pendant pas mal d'années. Et donc là vous voyez c'est la dernière année qu'on a dû faire, ça doit être 2023 ça, où on peut voir ces dynamiques-là. Et on a pu, par ces approches-là, réaliser un article donc, sur la production primaire en estuaire de Seine, avec une production intégrée cette fois-ci, avec tout ça. Ça sera mon dernier graphe, je crois. On a pu faire une production intégrée sur l'estuaire de la Seine, donc depuis Rouen jusqu'à Honfleur, pour déterminer la quantité de carbone annuellement fixée par l'estuaire de la Seine, par le phytoplancton présent dans l'estuaire de la Seine, et on arrive à une valeur de 33 grammes de carbone par mètre carré et par an, et donc on se situe à peu près, voilà, on se situe à peu près ici, donc dans des systèmes évidemment assez bas en termes de productivité, parce qu'on est dans un système qui est quand même très turbide. Et puis voilà. Et ce qui est important, toujours, pour finir sur mon introduction, la relation entre la biomasse, la quantité de cellules et donc la concentration de biomasse chlorophyllène présente dans l'eau et la production. On a vraiment des découplages entre les deux. Il ne faut pas s'imaginer, parce qu'il y a du phytoplancton qui est présent, il produit, ou inversement. Et je vais m'arrêter là-dessus. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Juste, j'ai oublié juste la dernière diapo. Pardon, j'ai oublié celle-là, c'est important. C'est sur les recommandations. Le LabStaff, les mesures de production, ça marche très bien sur les campagnes type estuaire de la Seine, type remontée agence de l'eau quand on est sur une embarcation. Mettre ce type d'instrument sur Smile, la bouée au large, on arrive à le mettre parce que l'eau est quand même assez transparente. Mettre un appareil comme ça dans un milieu très estuarien avec beaucoup de sédiments, on aura des problèmes d'encrassement qui vont être énormes. Et là, je pense que ce ne serait pas une bonne idée, à ce stade-là méthodologique dans lequel on est, de proposer de mettre ça sur une station fixe, dans l'estuaire. Il y aurait trop de problèmes de turbidité. Par contre, de le mettre sur des campagnes de remontée, il peut être programmé, être automatisé, etc. Il y a vraiment un sens. Donc voilà, je m'arrête ce coup-ci. Et à pause, du coup à pause. À pause, il faut voir à pause. À pause, j'ai mis éventuellement à pause, et ça, il faut qu'on en discute à pause. Ça dépend du dimensionnement de la station à pause. C'est pas juste une sonde qu'on met dans l'eau, quoi. C'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais on le met sur Smile, donc on peut le mettre à pause. C'est encore plus simple. En principe, c'est plus simple. Je me suis aperçu finalement de faire des projets sur l'estuaire. C'était plus compliqué de mettre des choses sur le bord de l'estuaire que de mettre des choses en mer. Hein. Mais bon, c'est un autre problème. Merci. On t'a déjà applaudi, je crois. Oui, donc c'est bon. Ok. Merci bien, Pascal. Est-ce que vous avez des questions pour Pascal? Allez, vas-y. Merci. N'oubliez pas de vous présenter, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Pierre-Jean Sperville de l'Université de Lille. J'avais des questions sur les tests que vous avez fait sur la sonde EASY, Nitra à LED, et je me demandais si c'était possible éventuellement de faire des corrections sur la mesure qui était, semble-t-il, assez fausse. Non. Non, il n'y a pas de corrélation du tout. En fait, on ne peut pas corriger la salinité. Donc dès qu'il y a un peu de sel dedans, c'est foutu. Et la turbidité, ça... Bah si, la turbidité, potentiellement, ça doit être possible, mais ça, autant sur les aspects photosynthèse et tout, sur ces aspects-là, on a travaillé, on a des chimistes chez nous qui ont regardé un peu plus ça. Sur cet aspect-là, nitralène en tout cas, sur la turbidité, je ne sais pas trop. Là, je ne peux pas trop vous répondre sur vraiment la turbidité. Voilà, en tout cas, nous, on en a une mauvaise expérience. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être retesté, mais en tout cas, nous, on en a une très mauvaise expérience. Merci bien. Oui, vas-y, Josette. Tu es passé assez vite sur la figure du découplage production primaire et biomasse. Je voulais juste voir quand est-ce qu'avait lieu le découplage, en fait. Ah oui, c'est à l'amont, quoi, hein, c'est ça. Ouais. Et donc, alors on a plein d'interrogations. Ouais. Il y a du zoo qui bouffe la biomasse, c'est ça? Non, même pas. Même pas. En fait, parce que ce qu'on voit, c'est que si on regarde la productivité, on a également des variations de productivité. Et donc, on a un truc qui se passe ici du côté
du clair entre le Val de Leu là qui est pas très clair sur cette chute justement qu'on a. Partie des choses qu'on aime, voilà, qu'on aimerait bien creuser un petit peu. Merci beaucoup.